Bonjour Guylaine et bienvenue. Je Bonjour Isabelle. je vais dire un beau bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en différé, là où ils sont dans les différents pays. Guylaine et moi, on est au Canada, on est au Québec en ce moment. Et j'aimerais vous dire, avant de commencer, que j'ai eu un appel. C'est pour ça que j'ai demandé à Guylaine de nous donner cette conférence aujourd'hui, parce que Guylaine a un doctorat, un PhD en neurosciences. Bon, je vais le dire parce que tu me l'as dit, mais c'est du Albert Einstein, donc je trouve ça très intéressant, College of Medicine à New York. Et elle a fait de la PNL. Et pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis maître enseignante en PNL, j'ai la PNL depuis très longtemps. Et je trouve ça très intéressant de regarder les liens, la compréhension au niveau des neurosciences qu'il y a avec aussi la PNL. Puis comme Guylaine en a fait, elle est très capable de nous en parler. Et puis Guylaine a quelque chose de particulier qui m'a beaucoup excitée. Là, c'est pour ça que vais te poser plein de questions là-dessus. C'est parce qu'elle a fait aussi de la recherche pendant plusieurs années, de la recherche fondamentale sur la mémoire. Wow! En Allemagne. Donc, je vais le lire parce que c'est un texte que j'ai devant moi pour l'expliquer, mais tu as découvert la présence de synapses silencieuses dans le Mhm, cerveau de rats nouveau-nés et qui étaient très importantes pour leur capacité d'apprentissage précoce. mhm, Donc ça m'a parlé quand j'ai lu sur les recherches que tu as faites. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, sachez qu'à la fin de notre conférence de webinaire, il y aura les coordonnées pour te rejoindre. Et ils pourront aller voir sur le net aussi les recherches que tu as faites, etc. Et puis, on fait le pont, parce que ça, il y a déjà pas mal d'années de ça, hein. On va dire qu'on est jeunes, toi et moi, là. Mais depuis, il y a eu des nouvelles recherches parce que la science évolue et c'est bien tant mieux. Et ça a été révélé que les synapses immatures, donc celles sur lesquelles tu as travaillé, étudié, fait de la recherche à l'époque, sont encore abondantes dans le cerveau d'adultes qui savent, d'après moi, c'est vraiment une nouveauté, là, mais tu me le diras. mhm, Et mhm. ça met en lumière la capacité continue du cerveau, et là, c'est ce que j'adore dans ce que tu vas me Mhm. parler, à continuer d'apprendre. Ouais, Ouais, exactement. mais en plus, quelque chose que tu m'as appris, à créer, à former de nouveaux souvenirs, même à un âge avancé. Mhm. C'est Ouais. vraiment intéressant. Donc, toute cette plasticité cérébrale et les implications dans nos vies, dont bien sûr les implications dans l'utilisation de l'approche de la PNL, et bien d'autres approches aussi, mais là, nous, on parle de PNL aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé à Guylaine de nous parler de ses recherches, de ses découvertes, des applications plus récentes. Et dans ce but-là, tu vas nous faire une présentation hyper stimulante et intéressante sur les, pas tout sur les neurosciences parce que ça durait très longtemps, là. Mais je suis très contente parce que je sais que tu enseignes dans différents endroits. Et là, aujourd'hui, c'est la pédagogue, l'enseignante, mais aussi la neuroscientifique qui est avec nous et qu'on apprécie beaucoup. Donc, je t'ai présenté, mais je suis sûre que tu as peut-être un petit quelque chose additionnel que tu aimerais dire aussi aux gens. Je te remercie beaucoup pour l'introduction, Isabelle. Je voulais juste dire que je suis très contente de pouvoir partager en fait mes connaissances sur la neuroplasticité qui permet justement de comprendre plusieurs choses, dont la PNL, c'est une application très importante et intéressante. C'est extra. Donc, si tu es prête, Mylène, je vais t'inviter à placer ta projection de PowerPoint. Moi, je vais changer d'écran pour qu'on puisse la voir. Et je te laisse la parole et tu me reviens au fur et à mesure. On va faire un échange, toi et moi. Donc, bonne conférence Oui, à vous tous. merci. Alors, pour commencer, comme a dit Isabelle, les neurosciences, c'est un domaine très vaste. Alors, on va juste commencer par le commencement, commencer par le cerveau, juste que pour que vous ayez quelques connaissances de base pour pouvoir comprendre après ça la plasticité cérébrale. Alors, le cerveau, on le voit ici dans le crâne, il est protégé par le crâne et par des couches de méninges. Et on voit quelque chose qui est particulier, c'est qu'il y a plusieurs circonvolutions et ça s'écrit au cours du développement et ça permet d'augmenter la surface corticale. Parce qu'un cerveau de rat, par comparaison, est très lisse. Tandis qu'avec les circonvolutions, on augmente la surface corticale, on a beaucoup plus de neurones à l'intérieur. Alors, c'est un avantage évolutif. Et si on l'aplatissait, le cerveau, il serait grand comme une pizza extra large. Alors, il est tout mis en boule comme ça pour rentrer dans la boîte crânienne. Hmm. Sur la prochaine diapo,
on voit les aires corticales. C'est les aires qui sont à la surface. Le cortex, ça vient du latin, ça veut dire surface, donc c'est l'enveloppe. Et à la surface, on a différentes aires qui ont différentes fonctions. Alors, on a ici le cortex visuel. Alors, vous voyez que le cerveau, on voit ici le côté gauche, comme dans la tête ici. Et à partir des yeux, il y a des connexions cérébrales, je vais expliquer plus tard qu'est-ce que c'est, mais qui amènent l'information visuelle qui arrive des yeux jusqu'au cortex visuel en arrière. Et on a comme ça différents cortex qui sont responsables de différentes fonctions, comme l'audition, le cortex somatosensoriel, c'est celui qui ressent le toucher, les sensations, la température. Et on a aussi, bon, le cortex moteur et on a les aires de la parole qui sont uniquement du côté gauche, comme l'aire de la compréhension, l'aire de la production de la parole. Alors, on a toutes ces aires-là. Et on a en plus les aires qu'on voit ici en beige qui intègrent l'information. Alors, si on parle du cortex visuel, il y a des aires plus spécifiques qui vont intégrer la forme, la couleur, la direction du mouvement et tout ça. Et on a des aires qui intègrent encore plus des informations venant de différentes aires primaires, comme de l'audition et de la vision. Et ensuite, toute cette information-là est envoyée au cortex préfrontal. Alors, le cortex préfrontal, on le voit ici, il est juste derrière le front, comme on le voit ici sur la photo. Et c'est lui qui est responsable des fonctions cognitives supérieures qui sont particulières à l'être humain. Alors, comme tout ce qui est notre capacité de jugement, de raisonnement, de prise de décision, ça vient ici du cortex préfrontal qui est à l'avant sur le front. Alors, toute cette partie-là du cortex, c'est ce qui est la partie consciente du cortex. Et il y a d'autres parties à l'intérieur inconscientes, je vais en venir après. Là, sur la prochaine diapo, on voit un petit peu comment les multiples régions du cerveau communiquent ensemble pour générer une réponse. Par exemple, si vous voyez un chien comme ça devant vous, alors on a dit les yeux sont ici, là, en dessous du cortex frontal, l'information va d'abord être amenée au cortex visuel. Là, ça va être analysé, la forme, la couleur, est-ce qu'il y a en mouvement, tout ça. Cette information-là, par les circuits neurologiques, on va le voir après, les circuits neuronaux, vont amener l'information dans le cortex préfrontal, qui, comme c'est écrit, est responsable de la planification des mouvements. Alors lui, il va décider, juger, planifier. Alors il peut se dire, oh, est-ce que le chien a l'air dangereux? Si le chien a l'air dangereux, je vais partir à courir. Mais si le chien a l'air plutôt gentil, peut-être que je vais décider de le caresser. Si je ne suis pas certaine, je pourrais décider de lui parler pour voir comment il va réagir et décider après. Alors tout ça, ça se planifie ici dans le cortex préfrontal. Et en plus, on a toutes les informations qui proviennent de ce qu'on a dans notre mémoire emmagasinées, dans nos expériences antérieures, qui viennent aussi s'ajouter qui viennent se rendre à notre cortex préfrontal et s'ajoutent à notre prise de décision. Donc, si par le passé, on s'est déjà fait mordre par un chien, on va être plus porté à avoir peur et à prendre moins de risques. Alors, on va décider autrement, dépendamment de nos souvenirs antérieurs. Mm. Et Une fois qu'on Guylaine, a décidé... si tu Oui, permets, parce que ça me parle beaucoup, puis ça parle sûrement à plusieurs personnes qui nous écoutent. oui, Moi, quand j'ai eu 2 ans et demi, ma oui. maman a été très malade et s'est retrouvée à l'hôpital. Donc, ils m'ont placée chez Mhm, mes grands-parents à la mhm, campagne, en Bretagne. mhm, Et mhm, puis, comme j'étais fragilisée, je m'allais m'occuper des animaux. C'était sur une ferme. Donc, je mhm, donnais à manger aux chiens et à tout ça. Puis, à un moment mhm, donné, ce que je savais pas, c'est que la chienne vient d'accoucher et elle m'a sauté mhm. dans le visage. Et OK. puis, j'ai eu des points de suture. Donc, j'ai été Ouais, marquée très jeune et j'ai eu peur pendant plusieurs années des chiens, ouais, jusqu'à ce que je règle ça justement avec la PNL, avec une des ouais, techniques qu'on appelle des switches là, en PNL. ouais, Donc, ce que tu dis, c'est que tout est encodé dans le cortex ouais, préfrontal. ouais. Et on va voir après, on va Oui. voir exactement comment une expérience traumatisante comme ça peut être créée et pourquoi ça crée un genre de stress post-traumatique après, quelles parties du cerveau sont en jeu et tout ça. C'est un très bon exemple, Isabelle. Merci Oui, beaucoup. Je te laisse continuer. merci. Alors, une fois qu'on a décidé justement quel comportement on veut avoir, on envoie cette information-là au cortex prémoteur qui, lui, planifie mentalement, programme mentalement le mouvement qu'on veut faire.
Mais les muscles n'ont pas bougé, c'est juste une programmation mentale des mouvements. C'est un cortex prémoteur. Et ensuite, l'information est envoyée au cortex moteur qui, lui, contrôle directement les membres. Donc, les jambes si on veut partir à courir ou les mains un peu plus bas si on veut le caresser. Alors, c'est comme ça que fonctionne en gros notre cerveau. Sur la prochaine diapo, on voit ici les modalités sensorielles, le VACOC. Alors, Isabelle, je vais te laisser la parole pour expliquer rapidement qu'est-ce que c'est le VACOG. Oui, bon, c'est parfait. En PNL, on parle beaucoup du VACOG, là. Donc, V pour visuel, auditif, kinesthésique, ce qui inclut les sensations, les émotions et le toucher, l'olfactif et gustatif, d'où VACOG. Dans les travaux des créateurs de la PNL, donc ils étaient 3 créateurs de la PNL, ils avaient à l'époque entendu parler d'Aldous Huxley, qui avait fait beaucoup de recherches sur les sensations, sur les fenêtres différentes, les portes de nos perceptions, qui avait écrit là-dessus. Donc, ils ont repris les travaux et les recherches d'Aldous Huxley là-dessus, en se disant, il se passerait quoi si on utiliserait les systèmes de représentation autant dans comment est-ce qu'on reçoit l'information, mais aussi comment est-ce qu'on va verbaliser et exprimer les choses. Donc, ils ont découvert des choses très intéressantes avec ça. J'irai pas plus loin tout de suite parce que je vais te laisser la parole, là, parce qu'on va en OK, revenir après. Mais ils ont oui. découvert des choses très intéressantes que chacun d'entre nous, on a comme une porte d'entrée qui est pas toujours la même selon le contexte, selon la Mhm. situation, mais que d'une personne à l'autre, et puis il y a eu des études de faites là-dessus qui disaient que, en règle générale, 40% de la population avait une façon de dire ou de s'exprimer qui était plus visuelle, 15% plus auditive, 40% plus kinesthésique. Et ils ont parlé d'une autre catégorie qui est différente, qui est qu'on se parle à l'intérieur de soi. Donc, Mhm. c'est une Mhm. autre Oui, forme de oui, modalité. Voilà. Et puis oui, pour le olfactif, gustatif, il n'y avait pas d'études. Mais oui. je sais bien que tous nos amis qui travaillent dans la parfumerie, dans les restaurants ou dans le vin et tout ça ont bien développé ces aspects-là. Nous, au Québec, on parle beaucoup du gustatif, hein. Mhm. OK, Le oui, senti est fort pour nous ici. OK, Donc, en oui. PNL, c'est la base pour nous. Les représentations sensorielles, comment on dit, on fait les choses, et que ce soit encore une fois en mode de recueil d'informations ou dans l'encodage, où on le garde dans notre mémoire, ou bien comment on le restitue au niveau aussi de l'expression. Voilà, donc Oui. je te redonne la parole. C'est ça. Alors, le VACOC, les modalités sensorielles correspondent justement aux 5 sens. Alors, on a ici le visuel pour VACOC, auditif, c'est le cortex auditif. Le cas kinesthésique, c'est le cortex somatosensoriel, c'est justement les touchés, tout ça. Le olfactif et le G, c'est le gustatif qui est un petit peu à l'intérieur, sur une surface corticale, mais il faut ouvrir ici, séparer pour pouvoir le voir à l'intérieur. Alors, quand on prend conscience de ce monde extérieur, c'est ces parties-là qui sont d'abord activées et c'est analysé et intégré avec des aires d'analyse là, en beige, comme j'avais dit avant. Et aussi, on peut, ce qui est important, se représenter mentalement. On peut se représenter mentalement qu'on marche dans une forêt. Alors, on a des images visuelles qui vont être créées. On peut entendre de la musique dans sa tête. Alors, à ce moment-là, c'est les aires d'analyse qui sont réactivées avec des informations qu'on a déjà encodées auparavant. Mhm. Alors ça, c'est pour ce qu'on a, comme j'ai dit, qu'on appelait l'écorce du cerveau. Sur la prochaine diapo, on va voir les régions qui sont à l'intérieur, qui sont plutôt inconscientes, celles-ci, parce que l'écorce, comme j'avais dit, c'était plus conscient. Et dans les régions inconscientes, on a évidemment dans le tronc cérébral des régions responsables du rythme cardiaque, de la respiration, ces choses-là. Ça nous intéresse moins pour la conférence aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment 2 structures sous-corticales à l'intérieur en dessous de l'écorce, qui sont responsables de la mémoire et des émotions, parce qu'on va en reparler plus tard. Alors ici, on a l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire, d'encoder les informations, et l'amygdale, qui est l'amygdale du cerveau, et non l'amygdale dans la gorge. C'est le même nom parce que c'est une structure qui est en forme d'amande. Mais c'est une structure complètement différente. En fait, c'est double, il y en a 2. C'est dans les lobes temporaux sur le côté. On a
un hippocampe à gauche et à droite et une amygdale aussi à gauche et à droite. Sur la prochaine diapo, on voit comment s'établit la mémoire. Alors, quand on vit quelque chose, on a une expérience vécue, on a les informations sensorielles, les VACA, qui arrivent dans tous les endroits du cerveau. Cette information-là est envoyée par la suite dans la mémoire à court terme, qui est ici à l'avant du cerveau, dans le cortex préfrontal. Ensuite, cette information-là va être envoyée dans l'hippocampe, qui, j'ai dit, qui est ici sur le lobe temporal. Et c'est vraiment l'hippocampe, la structure qui va consolider les souvenirs et les envoyer dans la mémoire à long terme. Alors, c'est une structure très, très importante pour consolider les souvenirs. Est-ce que tu aimerais que je te raconte comment ça a été découvert, l'hippocampe? Oui, bien sûr. Alors, c'était dans les années 50, c'est à l'Institut neurologique de Montréal. Il y avait le docteur Penfield qui faisait beaucoup d'opérations de chirurgie, en fait, pour enlever les foyers épileptiques de gens qui avaient une épilepsie tellement grande qu'on ne pouvait pas la contrôler avec des médicaments. Donc, il faisait une opération sur le cerveau et il enlevait cette partie-là du cerveau. Donc, lui était spécialiste là-dedans. Puis aux États-Unis, dans le Vermont, il y a un jeune homme de 27 ans qui s'appelait Henri Molaison, qui avait des crises d'épilepsie débilitantes, ça l'empêchait de fonctionner. Alors lui est allé voir son chirurgien dans le Vermont et le chirurgien lui a dit: ah oui, le foyer épileptique est dans les hippocampes. En fait, on ne sait pas du tout à quoi ça sert, ces deux régions-là. On va vous enlever ça, vous n'aurez plus de crise d'épilepsie. Alors, ce patient-là, à 27 ans, s'est fait enlever les hippocampes des deux côtés du cerveau. Ses crises d'épilepsie ont arrêté, mais il a été incapable de former des nouveaux souvenirs, d'encoder des nouvelles informations. Alors, quand il a vu ça, le chirurgien des États-Unis a appelé le docteur Penfield, il a dit: moi j'ai un patient, je ne sais plus quoi faire avec, il a comme un peu perdu la mémoire, la possibilité d'encoder des nouvelles informations. Et à ce moment-là, il y avait Brenda Milner, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle, elle faisait son doctorat en fait avec le docteur Penfield et elle a reçu ce patient-là, puis il lui a dit: bon, fais ton doctorat là-dessus. Et alors, elle a étudié ce patient-là pour son doctorat et puis ensuite pendant des dizaines d'années. Et ce patient-là, c'est pour ça qu'elle est devenue si connue, et ce patient-là était incapable d'encoder des nouvelles informations. Moi, j'ai pris un cours avec elle et elle disait, tu sais, je venais le voir des fois, plusieurs fois par semaine, je lui faisais faire des tests. Si je sortais de la pièce, je fermais la porte et je re-rentrais, il me disait: ah, bonjour, qui êtes-vous? Tu Wow. comprends? Oui. Alors, c'était impossible d'encoder des nouvelles choses. Si on lui Wow. demandait quel âge avez-vous, le monsieur avait 50 ans, il disait: bon, j'ai 27 ans. Si on lui demandait qui était le président des États-Unis, elle allait nommer le président des États-Unis de 1950, quand il Mhm. s'est fait opérer. Alors, ça a été assez Fascinant. Fascinant. dramatique, Oui. malheureusement, Oui. comme expérience. Oui. Et c'est pour ça que ça a été publié dans la presse internationale, toutes les revues scientifiques ont dit: ne faites plus jamais ça. Les hippocampes, apparemment, ils sont responsables d'encoder des nouvelles informations. Mhm. Et c'est à Pourtant, partir... Guylaine, ils n'ont jamais trouvé autre chose pour lui donner la possibilité de Non, c'était découvrir. enlevé. Non, non, Une c'était fois que c'est fini parce enlevé, que, c'est fini. oui, c'est vraiment pas... On ne fait plus rien faire, là. Et ce monsieur-là a vécu jusqu'à plus de 80 ans. Mhm. Et ils l'ont étudié très longtemps, en fait. Mhm. Et ben, quand j'ai étudié à l'Institut Oui. neurologique de Montréal, il venait encore régulièrement se faire tester. Ouais, et malheureusement, c'est ça. Alors après ça, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les rats, les souris pour essayer de confirmer, et ça s'est effectivement confirmé que c'est l'hippocampe qui permet de consolider les événements et les amener dans la mémoire à long terme. Donc, très important. Oui, vraiment très important. Et ce qui est aussi très important pour l'encodage, la consolidation des souvenirs, c'est sur la prochaine diapo, Mhm. c'est les facteurs qui facilitent l'encodage des souvenirs. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va se souvenir de certaines choses et pas d'autres? Parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on vit à chaque jour, évidemment. Alors, il y a l'intérêt et la motivation. Si vous suivez un cours et ça vous intéresse, vous allez beaucoup plus vous en souvenir parce que votre attention est focusée dessous. Vous êtes motivé que si vous trouvez la matière pas très intéressante. Alors, ça, c'est un facteur important. En effet, hein? Ouais. Il y a la répétition aussi. Si vous apprenez une nouvelle langue ou quelque chose de physique, plus vous répétez, vous étudiez pour un examen, plus vous allez l'encoder dans votre mémoire.
Donc, la répétition, ça va créer un renforcement des synapses, on va le voir un petit peu après. Et ça permet d'encoder plus fortement. Le sommeil, c'est très important parce que maintenant, on s'est rendu compte que tout ce qu'on vit ou qu'on apprend pendant la journée, c'est rejoué pendant le sommeil. C'est rejoué et c'est ce qui permet la consolidation. Il y a des ondes spéciales dans l'hippocampe, justement, qui permettent la consolidation. Ben, ça s'appelle les short wave ripples, là, mais je ne vais pas entrer en détail dans ces choses-là, qui permettent l'encodage, justement, et aussi d'amener l'information au niveau cortical. Alors, le sommeil, c'est très important pour encoder. Donc, moi, je dis souvent à mes étudiants, j'enseigne à l'université, que s'il faut aussi bien dormir pour que les choses soient encodées, on a aussi de même, finalement, pendant Mhm. qu'on dort. Et Guylaine, Parce que comment... si on, ils ont fait Non, non, vas-y, ils continue. ont fait des expériences avec la privation de sommeil et ça peut altérer l'acquisition de nouveaux apprentissages. Hmm. Je me demandais, Guylaine, s'il y avait un lien entre ce que tu viens de dire et les découvertes qu'ils ont fait dans le sommeil, à travers du sommeil paradoxal où les yeux bougeaient beaucoup. Est-ce que ça dit Non, oui, non, c'est pas dire, il n'y a pas pas de la lien même parce que chose? ça, Ok. c'est dans le sommeil, c'est dans le sommeil profond. Ok, Fait l'encodage. ok, c'est autre chose. Ouais. Ok. Et le quatrième facteur qui est très important, c'est la charge émotive. Hmm. Et là, je vais vous mettre la prochaine diapo. Alors, imaginez-vous que vous vous promenez dans un champ et que vous voyez un serpent. Comment allez-vous réagir? À peu Hmm. près comme la personne ici, hein? Vous allez faire Oh boy, sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui sonne l'alarme comme ça dans votre cerveau? Alors, votre cerveau aussi réagit. Oh, attention, danger. Qu'est-ce qui réagit comme ça? C'est une structure du cerveau qui s'appelle l'amygdale, que j'ai mentionné avant, qui est activée quand on a des émotions très fortes. Alors, on la voit ici en rouge. Alors, l'amygdale, c'est la sonnette d'alarme, justement, du cerveau qui dit danger. La réaction spécifique au danger, on peut partir à courir, c'est le fight or flight, ou on peut se battre. Il y a différentes stratégies. Hmm. Et si vous remarquez, l'amygdale cérébrale, elle est adjacente, elle est collée en fait sur l'hippocampe qui est responsable de la mémoire, d'encoder les informations. Et ces deux structures-là sont très interconnectées. Donc, si vous avez un stress traumatique, ça va être encodé très fortement. Ça amplifie l'encodage. Alors, tu sais, comme dans ton exemple que Oui, tu m'as donné au début, comme la chienne t'a mordu au visage, tu as eu une réaction émotionnelle très forte. oui. Alors, c'est encodé très, très fort dans ton cerveau et c'est sûr que à l'origine, c'était pour la survie. À l'origine, c'était pour que si on voit quelque chose de dangereux, toi c'était un chien, mais ça pouvait être un ours ou un lion avant, qu'on apprenne que c'est dangereux et qu'on ne s'approche plus de cet animal-là. C'était Hmm. vraiment quelque chose qui a été construit pour la survie. Mais c'est sûr que de nos jours, toi, tu as malheureusement été mordu par un chien, mais il y en a plein qui sont très gentils, là. Oui, Alors, c'est... je les adore. Oui, maintenant tu les adores. Oui, maintenant Alors, c'est c'est bon. OK. Alors, c'est plutôt, ça donne plutôt un effet négatif, en fait. En Mhm. fait, donc, comme ça, quand on a vécu un traumatisme, ça crée ce genre de stress post-traumatique qui fait qu'on reste avec des peurs, finalement, qui sont mal adaptées au contexte Mhm. Ok. actuel ou au Hélène, contexte si tu me ultérieur. permets, parce que je sais que tu es en train de parler de ça, Mhm. à un moment donné, il y a très très longtemps de ça, mais j'étais en pleine montagne au printemps, puis je marchais, tu sais, avec, c'est dans le genre de glacier, là, avec des pics et tout. Oui, oui. Et puis à un moment donné, j'entends un bruit, c'est comme un coup de canon, et il y a une paroi glacée qui tombe, qui s'écroule. Mhm. Et ça m'a fait Mhm. faire le saut parce que je ne m'y attendais pas, même si c'était au printemps, je n'y avais pas pensé. Et Ouais. tout d'un coup, je regarde en avant de moi, puis j'ai fait un gros saut, j'ai eu un choc, parce que j'ai vu un serpent, parce que je fais ton lien avec les serpents. Et Ah tout de oui! suite, oui, ben tout de suite, ma tête a dit, ben voyons donc, Isabelle, dans les glaciers, un serpent. C'est que j'ai regardé à nouveau, puis c'est un morceau de bois. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce qu'on a je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je peux l'expliquer rapidement. C'est Oui. qu'il y a un circuit neurologique qui fait que quand on voit un serpent, on réagit tout de suite. C'est la réponse rapide, là, selon Joseph Ledoux, avant même de prendre conscience.
Et après ça, il y a un circuit un petit peu plus lent qui prend conscience, puis il regarde et puis il dit: «Ah, est-ce que c'est vraiment un serpent ou si c'est une corde enroulée ou un morceau Ouais. de bois?» Puis là, on fait: «Ah ben non, c'est pas, c'est juste, un morceau de bois comme dans ton cas, donc il y a rien, il y a pas de danger». Puis le cerveau revient à la normale. Et toi, tu avais été comme un petit peu, primé, on pourrait dire. Déjà, ton niveau de stress avait monté à Oui. cause du bruit, donc tu étais plus sensible, tu étais déjà dans un état d'alarme, ce qui t'a fait réagir comme en état d'alarme, en pensant que c'est un serpent automatiquement. Oui, c'est Ouais, ce que j'ai compris. Bonne explication, je te remercie beaucoup. ouais, c'était intéressant comme exemple. Mmh. Alors, si je te demandais, Isabelle, est-ce que tu te souviens ce que tu faisais le 11 septembre 2001? Oui, je m'en souviens très, très bien. J'étais chez moi à la maison et puis on m'a dit quelqu'un m'a appelé, on avait encore beaucoup le téléphone portable, pas Ouais, portable à l'époque, fixe, ouais. et quelqu'un m'a dit: «Regarde les nouvelles, il vient de se passer quelque chose». Donc oui, je m'en souviens très, très bien. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je m'en souviens très bien. Alors, tous les gens, ça, c'était vraiment un traumatisme collectif, on peut dire. Tous Mmh. les gens qui l'ont vécu se souviennent exactement où ils sont, où ils étaient, qui était là avec eux, tout ça. Parce que justement, c'était un événement traumatisant. Alors, là, on a parlé des stress négatifs, mais l'amygdale est aussi responsable d'émotions très fortes positives. Alors là, on va revenir une diapo en arrière. Et vous voyez un souper entre amis. Et si je te Mmh. demande, Isabelle, je vais Mmh. te demander parce que je vais te poser des questions, j'ai un interlocuteur présent. Si je te demande, est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu as mangé vendredi dernier, vendredi il y a 3 semaines? Non. Si, par exemple, très bien, tout le monde répond ça. Ben, si je Si, prenais le temps de réfléchir, je trouverais une réponse, mais ça pourrait prendre du temps. t'es même pas sûr que tu trouves une Non. réponse. Si, si vendredi, il y a 3 semaines, tu avais eu un souper entre amis, comme sur la Oui, photo, avec des oui, copines, des copains, puis oui. est-ce que tu te souviendrais de ce Oui, que j'en tu ai as eu un mangé? justement il y a quelques jours, puis je me souviens Tu très, très bien de ce qu'on a mangé. Oui, te souviens de ce que tu as mangé? Tu te oui, souviens s'il y avait de la musique? Tu te ouais. souviens des gens? Ils avaient apporté, du mousseux, on a fait un petit mimosa, c'était pour un petit brunch. C'était OK, très agréable. OK. Alors là, tu te souviens précisément, peut-être même de ce que tu avais porté, s'il y avait de la musique, tout a C'est été vrai, encodé. c'est Tu vrai. vois? Alors ça, c'est vraiment un exemple d'encodage de choses très positives. Là, je reviens à la diapo après, là, avec Mmh. l'amygdale cérébrale. Donc, l'amygdale cérébrale va aussi encoder des choses positives et il y a aussi d'autres centres, là, c'est parce que je ne veux pas aller en détail dans tout, là, les centres du plaisir qui vont être activés, comme le noyau accumbens. Et tout ça va être encodé de façon très positive, là, quand on a du plaisir et tout ça avec des gens. Mmh. Et ça, on va se servir de ça. Après, c'est des choses ces encodages-là positifs, on va pouvoir les utiliser par la suite en PNL quand on active une encre ou dans des techniques comme ça. Mmh. Alors, on va voir ça après. On peut, il y a des exemples aussi classiques là, de si vous avez quelqu'un déjà été amoureux de quelqu'un qui avait une Toyota rouge. Chaque fois que vous allez voir une Toyota rouge sur la rue, vous allez avoir ce souvenir-là, peut-être même avec l'émotion qui va revenir. Ça, c'est des encres spontanées qu'on appelle. On va parler des encres après. Mais Mmh. parce que en fait, c'est encodé. Parce que s'il y avait une émotion forte, alors qu'elle soit positive ou négative, elle a été encodée. Mmh mh. Alors, c'est ça. Maintenant, on passe à la prochaine diapo. Et pour comprendre, parce qu'on veut en venir à la plasticité cérébrale, il faut aussi comprendre un peu c'est quoi les cellules du cerveau. Alors, la cellule principale du cerveau, c'est le neurone qu'on voit ici en couleur. Ben, c'est une photographie, je veux dire. Et le neurone, c'est un corps cellulaire. Ça a des dendrites. Des dendrites, c'est tous les filaments ici. C'est comme des antennes qui captent l'information. Et l'information est transmise le long de l'axone, qui peut être très long, et ça va être transmis aux neurones suivants par l'arborisation terminale ici. Alors, l'axone ici, c'est un prolongement. Et il est très fin, en fait. Il peut avoir il peut être, quand tu vois un cheveu, là, ça peut être 100 fois plus mince qu'un cheveu. Mmh. Alors, mais il peut être très long quand même.
Alors, il peut aller d'un endroit du cerveau à un autre. Il peut aller aussi, si on parle de neurones sensitifs et on se frappe le pied, on touche quelque chose avec son pied, monter du pied jusqu'au cerveau. Donc, il peut avoir jusqu'à 1 mètre de long pour Ah, c'est beaucoup. transporter l'effort. Oui, 1 mètre de long, la même cellule, le même neurone, juste le petit prolongement ici qui amène l'information d'en bas jusqu'au cerveau. Et les neurones vont communiquer entre eux. Parce que là, on voit ici un petit peu sur la diapo qu'il y a des neurones un à côté de l'autre et les filaments vont comme se toucher ou presque se toucher et vont communiquer entre eux, donc transmettre de l'information. C'est ce qu'on voit sur la diapo suivante. Alors, ce qui permet la communication entre deux neurones, c'est ce qui s'appelle la synapse ici, qui est un point de presque contact entre deux neurones. Et si on agrandit la synapse, le point de la jonction, on voit qu'il y a des petites molécules qui sont libérées. Et ici, sur le neurone qui les reçoit, il y a des petits récepteurs spécifiques qui vont les recevoir. Et les petites molécules, c'est les choses que vous entendez parler des fois que vous connaissez, comme la dopamine, la sérotonine, l'acide glutamique. C'est ces choses-là que vous entendez parler. Ce sont des neurotransmetteurs et c'est eux qui passent l'information d'un neurone à un autre. Mais un neurone, c'est pas, on n'a pas une chaîne de neurones, un passe l'information à un autre neurone, évidemment, parce que comme j'ai dit, c'est très, très mince. Parce qu'une dendrite ici pourrait recevoir de l'information de milliers de neurones. Donc, on a toujours des réseaux de neurones dans le cerveau. Et c'est ça qu'on va voir sur la prochaine diapo. On va voir qu'il y a des réseaux, et ce sont les réseaux de neurones qui transportent l'information d'un endroit à l'autre du cerveau. Quand on disait on voit quelque chose et on l'amène ici à l'avant pour planifier, on le voit ici, c'est très, très beau les figures. Ce qu'ils font maintenant, là, on voit les réseaux à l'intérieur du neurone. Donc, c'est comme une sorte de câblage dans le cerveau. Alors ça, c'est vraiment le développement de la technologie qui permet d'avoir des aussi belles images maintenant. C'est magnifique, hein? Ouais. Mm. Alors maintenant, si on continue, on va se demander comment ces neurones-là vont-ils se former? Alors, les cellules de notre cerveau, ici, on voit des neurones qui sont séparés. Les cellules, ça se forme avant la naissance, dans l'embryon. Il y a aussi une grande part des connexions synaptiques, de ce câblage-là neuronal qui se forme avant la naissance. Mais il y a aussi un grand pourcentage qui se forme après la naissance, comme on voit ici le petit bébé, en fonction de l'environnement. Alors, les stimulations tactiles, les stimulations visuelles, auditives, tout ce que le bébé va percevoir, ça va aider à former des nouvelles connexions dans son cerveau. Alors, comment ça se fait? Des connexions, comment elles se forment? Alors, au début, on a une petite cellule, un précurseur qu'on appelle, qui n'est pas mature. Alors, il y a des filaments, les dendrites, qui commencent à prendre de l'extension. Et il y en a un, l'axone, qui va prendre plus d'extension pour aller rejoindre une autre population neuronale. Donc, ici, on a une population neuronale. Ici, on voit qu'il y a alors, c'est un neurite qui a un cône de croissance. Comme encore une fois, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Et au bout du cône de croissance, il y a un phylopode qui est un filament encore plus fin qui va chercher sa cible, faire son chemin et aller contacter une autre population de neurones. Et ce point de contact-là, ça fait des connexions synaptiques, mais qui sont encore immatures, sont encore non fonctionnelles. Et c'est là qu'on arrive, prochaine diapo, aux synapses silencieuses. Alors, les synapses silencieuses sont des connexions immatures, comme je viens de dire, qui ne répondent pas à l'excitation d'un neurone. Alors, comme vous voyez ici, si le petit neurone ici parle, il veut communiquer quelque chose, et disons qu'il se toucherait, là, le dessin n'est pas parfait parce qu'il ne se touche pas, le neurone ici répond pas, peut pas et répond pas. Il y a pas c'est pas, le contact n'est pas fonctionnel, on pourrait dire. Et c'est ça qu'on appelle les synapses silencieuses. Alors, elles ont été découvertes pour la première fois en 1995 par le groupe de Roberto Malinov et ont été confirmées quelques mois plus tard par moi-même et un autre groupe. Alors moi, ce que j'ai découvert, c'est que tout de suite après la naissance, les petits rats, on travaillait avec des rats, avaient comme plus que 80% de ces synapses-là qui étaient immatures. Mais les synapses immatures,
Ça leur permet, c'est comme un réservoir potentiel pour encoder plein de choses. Parce que quand la synapse devient mature, quand elle devient fonctionnelle, elle encode une nouvelle information. Et nous, moi, ce que j'ai démontré, en fait, c'est que tout de suite après la naissance, c'est ça qui est le plus, là, comme j'ai dit, plus que 80%, et au fil des jours, il y a de moins en moins de synapses silencieuses, de synapses immatures, parce qu'elles sont converties en synapses matures au fur et à mesure qu'on encode des choses. Mais à l'époque, ça fait une trentaine d'années, on croyait que c'était quelque chose qui était spécifique à la période après la naissance, aux petits bébés, aux nouveau-nés, pour qu'ils puissent encoder toutes sortes de choses. Alors là, je voulais juste expliquer, mais rapidement, au niveau des molécules, là, si on a une synapse, quand la synapse elle est immature, il y a juste une sorte de petits récepteurs synaptiques, là, les petits récepteurs qui reçoivent la molécule. Ici, la molécule, ça serait du glutamate. Et quand une petite sorte de récepteur qui s'appelle NMDA, et quand la synapse devient mature, on a une autre sorte de récepteur qui s'appelle AMPA qui aussi se joint là, à la synapse. Donc, là, je ne vais pas trop mettre de détails là-dessus. Mais la maturation, quand la synapse passe de mature à immature, donc quand l'autre type de récepteur AMPA arrive, c'est ça qui permet d'encoder une nouvelle information. Alors, comme j'ai dit, on a longtemps pensé que c'était restreint à des périodes postnatales. Mais depuis 2 ans, ça c'est la prochaine diapositive, il y a 2 ans, en fait, il y a Dimitra Vardelaki, qui est dans le labo de Mark Arnett au MIT aux États-Unis, qui a regardé dans les cerveaux de souris adultes et elle a vu qu'il y avait plein de filopodes, en fait, tous les petits filaments que j'avais dit très minces, là, et que ces filopodes-là avaient aussi encore plein de synapses silencieuses. Il y avait encore 25 à 30 de synapses silencieuses dans le cerveau. Alors, l'hypothèse ou la théorie la plus actuelle, finalement, c'est que les synapses silencieuses, c'est elles qui permettent d'encoder une nouvelle information, mais évidemment, on a encore toutes les synapses matures, plus stables, qui restent là et qui retiennent l'information qu'on a déjà acquise. Alors ça, c'est un peu l'explication de comment on peut autant pouvoir encore apprendre, encoder des nouvelles choses et garder les choses qu'on a acquises en mémoire, qui sont importantes parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on oublie. Et ça, prochaine diapo, c'est la bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut apprendre à tout âge. Alors, les synapses silencieuses permettent de former des nouvelles connexions et qui vont encoder des nouveaux apprentissages. Alors, ça peut être un sport, comme sur le dessin, mais ça peut être une nouvelle langue, ça peut être quelque chose qu'on apprend à l'université ou en classe, et ça peut être aussi de développer une nouvelle façon de penser, des nouveaux comportements, apprendre d'autres stratégies de communication plus efficaces, comme en PNL. Ouais. Alors, tout Ça ce donne qu'on beaucoup apprend, d'espoir. En tout cas, ce que tu racontes, ça donne énormément d'espoir. Parce qu'il n'y oui, a pas aussi longtemps que ça, on pensait qu'en vieillissant, on ne pouvait plus apprendre grand-chose, là. oui, c'est ça, Mm. c'est ça. Je trouve que c'est moi aussi, je trouve que c'est très, très encourageant, Oui. là, surtout quand on vieillit, on se dit, oh, on est content Ouais. de pouvoir encore apprendre beaucoup de choses. Parce que Mm. quand on apprend un sport, là, on a le système nerveux qui fait bouger les muscles, mais si on apprend une stratégie de communication, c'est aussi, moi, des fois, je dis ça à mes clients, c'est comme un sport mental. On pratique, on doit aussi pratiquer quelque chose pour le renforcer, même si c'est seulement mental, puis on ne bouge pas. Mhm. Mais c'est quand même des circuits nerveux nouveaux qu'on veut développer et renforcer, hein. Alors, on va parler de la pratique, justement, Ouais. dans la prochaine diapo. Alors, l'apprentissage, comme je viens un petit peu de le dire, se fait à différents niveaux. Alors, on a au niveau comportemental, behavior, c'est le comportement. Donc, en pratiquant, on voit qu'en pratiquant, on arrive à toucher plus la cible. Alors, en pratiquant, que ce soit n'importe quel sport, on améliore nos habiletés.
et on devient de plus en plus performant. Ensuite, on a 3 niveaux. On a au niveau cortical ici et au niveau neuronal ici. Donc, à la prochaine diapo, on va regarder ce qui se passe au niveau du cortex. C'est ici du cortex. Alors, au niveau du cortex, on voit que ici, on voit différents circuits de connexion neuronale. On voit que plus on les utilise, plus ils deviennent habitués de travailler ensemble. Mhm. C'est comme l'analogie avec un sentier dans la forêt. Si on marche dans la forêt, puis on a au début un petit sentier, plus on marche souvent, plus le sentier va s'agrandir. Alors, les connexions neuronales, c'est un peu la même chose. Elles se renforcissent parce qu'on les utilise plus souvent. Alors, les circuits neuronaux, comme c'est écrit, deviennent habitués à travailler ensemble. Et si on arrête de marcher sur notre sentier, qu'est-ce qui va arriver? La végétation va recommencer à pousser aussi sur les côtés. Et le sentier va rediminuer. Et c'est aussi un petit peu la même chose si on arrête de faire un sport pendant 20-30 ans. C'est sûr qu'on perd quand même un peu l'habitude, mais on a quand même encore des traces qu'on avait déjà appris et c'est beaucoup plus facile réactiver et réapprendre quelque chose qu'on a déjà appris avant. Alors ça, c'est au niveau ici des connexions. Ici maintenant, prochaine diapo, on regarde au niveau plus des synapses. Donc, plus des contacts entre les neurones, comment l'information est transmise d'un neurone à un autre. Alors, encore une fois, ici, si on regarde dans la boîte ici, on a une situation initiale où on a ici 3 neurones différents de 3 différentes couleurs. Et ici, dans la deuxième boîte, on a un nouvel apprentissage. Donc, on apprend quelque chose de nouveau. Donc, ça fait qu'il y a une nouvelle synapse qui se forme. Vous voyez la synapse ici, il n'y en avait pas. Et ici, il y a un nouveau contact qui s'est formé parce qu'on vient de faire un lien, d'apprendre quelque chose. Et plus on pratique apprentissage prolongé, plus on renforce la synapse. Alors, vous voyez que la synapse, si on passe d'ici à ici, elle grossit. Et c'est ce qu'on voit aussi ici sur le dessin. Ça, c'est un vrai neurone. Ici, une vraie photo. On voit qu'il y avait une toute petite protubérance parce que là, il y a un petit contact, un autre neurone qu'on ne voit pas parce que c'est seulement celui-là qui a de la teinture là, à l'intérieur, de la couleur. Alors, on voit que ici, ça correspond à ça ici, la synapse de nouvel apprentissage. Et plus on pratique, plus la synapse se renforce, donc la protubérance se développe. Alors, dans le cerveau, c'est vraiment ça, c'est que les, les neurones se modifient. Tous les points où il y a contact avec d'autres neurones, ça peut se renforcer ou s'affaiblir. Ici, on voit une synapse qui était ici, qu'on arrête d'utiliser. Celle-là va possiblement disparaître parce qu'on arrête de l'utiliser. Alors, c'est très flexible encore, c'est très dynamique encore. C'est pas fixe le cerveau. C'est pas une masse fixe comme on pensait avant dans notre tête. C'est vivant et c'est encore très dynamique. Mm. Et Ok. quand on parlait des syllabes silencieuses juste avant, ça serait juste avant la formation de la nouvelle synapse. Ça serait qu'il y aurait déjà justement des filopodes, mais qu'on n'arrivait pas à voir avec les microscopes qu'on avait avant, qui seraient déjà là et qui auraient des synapses un petit peu immatures un peu partout, qui permettraient rapidement de former une nouvelle synapse. Donc, c'est un mécanisme de formation des nouvelles synapses Et ça veut dire qu'il emmène de l'apprentissage à chaque fois. qui emmène, Dans le sens que quand il y a cette création de nouvelles synapses, c'est de l'information oui, additionnelle. oui, c'est ça. C'est de C'est la ça, hein? formation, de la nouvelle information qui est encodée. Chaque chose de nouveau qu'on apprend, ça Oui. va être encodé. Mhm. Guy- Mais comme j'ai, oh, ouais, mais, excuse-moi, vas-y. comme je faisais l'analogie avec le sentier dans la forêt, je pourrais faire l'analogie qu'une synapse, ça serait comme un brin d'herbe. Alors, Ah, c'est pas en bougeant un brin d'herbe que le sentier va s'agrandir. C'est ok. vraiment en repassant souvent qu'il y a plusieurs brins d'herbe. Donc, il faut qu'il y ait des centaines de connexions qui se renforcent et des nouvelles qui se fassent pour qu'on ait justement un apprentissage qu'on puisse, au niveau comportemental, voir la Oui. différence. Ce montant de connexions, donc ce que je comprends, c'est qu'il y a un nombre de connexions et ça prend quand même un plus gros nombre de connexions, Oui, c'est des milliers, des oui. milliers de connexions. Oui. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été aussi dans le temps, dans la durée?
Ça prend combien de temps pour qu'on garde l'apprentissage? En autre mot, que le sentier, qu'on n'y va plus, qu'on est capable de le défraîchir pareil ou... Bien, écoute, quand on le fait ici, si on fait ça Ouais. sous un microscope avec une stimulation électrique, là, ça c'est la potentiation à long terme que ça s'appelle, là, on peut avoir un changement de morphologie de la protubérance qui devient plus grande à l'intérieur de 30 minutes. Ah oui. Ouais. Mais évidemment, comme je te dis, ça c'est juste un brin d'herbe. Oui. Donc, il faut pour avoir l'agrandissement du sentier, il faut plusieurs brins d'herbe. Donc, il y en a plusieurs qui se font en même temps, mais il faut pratiquer souvent, comme si on pratique un sport. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que le sport, c'est plus facile, l'analogie, là. Oui. Il Mhm. disait qu'il faut pratiquer l'équilibre, il faut pratiquer la coordination. Il y a plusieurs aspects qu'il faut pratiquer pour qu'on arrive à avoir une augmentation de performance. Alors, ça prend vraiment plusieurs semaines ou plusieurs mois là, avant de, ben, on voit des petits changements, mais avant de voir des changements un petit peu plus majeurs, on pourrait dire. Mm. Est-ce que c'est la même chose par rapport à la perte d'information ou de capacité? Ça prend autant de temps, d'autres mots, pour l'acquérir, l'apprentissage, que pour ne plus l'avoir? Mais oui, c'est long parce que même, c'est ça reste quand même longtemps, là. Oui. Mhm. Même si on ne l'utilise pas, les choses sont quand même plus ou moins latentes, là. Les Mhm. apprentissages Comme la sont bicyclette, relativement. hein? On peut le reprendre plus tard, hein? On peut le reprendre plus tard, on Oui. peut facilement le réactiver. Mhm. Oui, puis même si c'est quand même latent, puis en le pratiquant quelques jours, on peut réactiver les circuits. Ouais, Mhm. ouais. Merci. Mhm. Alors, donc cette capacité-là du cerveau de pouvoir encoder des nouvelles informations ou d'oublier celles qui sont moins utiles aussi, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, c'est la prochaine diapo. Donc, c'est la plasticité cérébrale ou la neuroplasticité. Ça veut dire que le cerveau est malléable, un petit peu comme de la pâte à modeler. On peut changer sa forme. Mais comme j'ai dit avant, le- l'organisation générale du cerveau, le câblage général, c'est vraiment déterminé par l'hérédité. C'est vraiment l'organisation plus fine, toutes les habiletés qu'une personne va développer au cours de sa vie, qui va dépendre de les expériences qu'il a vécues, les apprentissages spécifiques qu'il a faits, le métier, les sports, toutes les choses qu'il va apprendre. Donc, une organisation générale, puis une organisation fine qui est très personnalisée. Et la neuroplasticité, c'est vraiment le fait, la capacité du cerveau de pouvoir créer, défaire, réorganiser des réseaux de neurones et des connexions entre les neurones. Et ça, ce que ça veut dire, donc, c'est qu'on peut créer des nouveaux circuits à tout âge, parce qu'on sait maintenant qu'on a beaucoup de synapses silencieuses. On peut renforcer des circuits existants par la répétition. Et on peut même créer des fausses mémoires. Est-ce que ça Mhm. t'intrigue? Qu'est-ce que c'est des fausses Oui, mémoires? justement. Ben, écoute, je sais qu'en hypnose, parce que tu sais que j'enseigne de l'hypnose et que je fais de l'hypnose, on est Oui, très sensible aux fausses mémoires quand on travaille avec l'inconscient. Donc, j'ai hâte que OK, tu m'en parles. J'ai hâte que tu m'en parles, oui. OK. Alors, c'est quoi un faux souvenir? C'est un phénomène qui a été étudié beaucoup dans les années 70 par la psychologue Elisabeth Loftus. Et elle le définit comme suit. C'est un faux souvenir, c'est un phénomène psychologique qui se produit lorsqu'une personne se remémore un événement qui, en fait, n'a jamais eu lieu. Donc, c'est un événement qui a été créé par le cerveau. Alors, à la prochaine diapo, on voit une des expériences classiques qu'elle avait faites. C'était qu'elle montrait, elle visionnait à ses participants un accident d'auto mineur. Puis là, elle leur demandait, dites-moi à quelle vitesse roulaient les autos. Et là, elle utilisait différents verbes pour voir comment ça allait influencer leurs souvenirs. Si elle demandait aux participants à quelle vitesse roulaient les autos quand elles se sont fracassées, les gens, même s'ils ont visionné la même vidéo, allaient spontanément donner une vitesse plus haute que si on leur demande à quelle vitesse roulaient les autos lorsqu'elles se sont frappées ou lorsqu'elles sont entrées en contact. C'est encore plus, ça induit le cerveau sur une piste. Donc, on peut un petit peu modifier la mémoire dépendamment de ce qu'on demande. Si encore plus frappant, si on demande aux participants, si on leur demandait, avez-vous vu les vitres brisées? Là, elle allait répondre oui avec un plus grand pourcentage.
Si on leur demande: «Avez-vous vu des vitres brisées?» Là, ils vont se demander: «Ah oui, est-ce qu'il y avait des vitres brisées ou non?» Puis là, ils vont dire oui ou non. Mais si on dit les vitres brisées, on infère qu'il y en avait, donc tout de suite, ça va créer une mémoire qu'il y en avait, même s'il n'y avait pas du tout de vitres brisées. Il n'y en avait pas du tout de vitres brisées sur la photo, mais en posant la question, on infère quelque chose. Et ça, c'est une fausse mémoire finalement qui peut être créée. Mmh. C'est fascinant tout ça, hein, tout ce processus de mémoire, Oui, de fausse mémoire, oui. Mmh. oui. Puis là, j'ai une autre expérience qu'elle a faite que je trouve encore plus impressionnante. C'est qu'elle a, elle, ses participants, c'était ses étudiants à l'université, elle a rencontré les parents de 24 participants à l'université. Puis elle leur a demandé, elle a dit, écrivez-moi 3 épisodes autobiographiques de votre enfant. Fait que là, les parents ont écrit ça. Et elle a fait un petit carnet pour chacun de ses participants où chacun avait ses 3 épisodes autobiographiques qui étaient réels, comme justement, il s'était fait mort par un chien, ou il avait eu un très beau cadeau, reçu une bicyclette en cadeau à l'âge de 10 ans, puis ils s'en souviennent très bien. Mmh. Puis le quatrième événement, c'était un événement fictif. Elle a écrit, rappelez-vous vos souvenirs lorsque vous vous êtes perdu dans un grand magasin à l'âge de 5 ans. Et elle s'était assurée auprès des parents que c'était jamais arrivé, parce que ça arrive quand même. Moi, j'ai déjà perdu un de mes enfants, donc c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Je l'ai retrouvé, évidemment, mais et là, après ça, elle donnait le petit carnet à chacun, un carnet respectif à ses étudiants, puis là, elle leur disait: «Écoute, vos parents m'ont rapporté 4 épisodes autobiographiques et c'est une expérience de je veux voir, de mémoire, je veux voir vous comparer ce que elles, vos parents se souviennent et vous. Alors, les participants lisent les 3 premiers et puis ils se souviennent, ah oui, je m'étais formé par un chien, ah oui, j'avais 100 cadeaux. Puis là, ils arrivent au quatrième et ils sont certains que c'est le parent, un des parents, qui a raconté ça. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que un tiers des personnes vont se rappeler l'événement partiellement ou intégralement. Donc, ils écrivaient, ah oui, je me souviens, c'est la caissière qui m'avait ramené ou je sais pas trop quoi. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut Oui, dire qu'ils ont créé, étaient tellement sûrs que c'était vrai qu'ils ont créé l'événement dans leur tête. Puis Elisabeth Loftus, elle dit qu'après, on ne peut pas savoir si, on ne peut pas distinguer une fausse mémoire d'une vraie mémoire, en fait, un coup que c'est créé dans le cerveau. mmh. Alors, c'est assez intéressant comme phénomène. C'est intriguant parce que si on parle du Oui, processus créatif, artistique, par exemple, oui, là, oui, on innove, on invente, continuellement. oui, 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 c'est Mais là ça. mais là, on se crée des choses qu'on pense qu'on a vraiment vécues, mais on n'a pas vraiment vécu. C'est On ça l'a qu'on pas est en train vraiment de dire. vécu. Ou des fois, on se fait raconter des choses de quand on était petit, puis on se souvient pas. On s'est créé une Oui. image mentale, fait qu'on se souvient plus. Est-ce que je l'ai déjà vu? Mmh. Ou est-ce que je me suis fait raconter et ça devient, c'est la Oui, même chose oui, au niveau des circuits nerveux, parce que nous, on a créé une image mentale complète. oui. Même si on a juste entendu ou juste lu, on se crée automatiquement une image et après, on peut plus savoir si c'est vrai ou pas vrai. Alors, C'est vrai pour les mémoires chez les jeunes aussi parce que, bah, les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, sont très au courant de mhm. ça, mais des fois, il y a des enfants qui vont dire qu'un parent a fait telle chose et telle chose alors que c'est pas nécessairement vrai. Oui, c'est sûr, c'est C'est ça, sûr. hein? C'est Mmh. pour ça qu'on peut pas se fier aux Ouais. témoignages. Mmh. Même dans les scènes de crime, ces choses-là, on ne Oui. peut pas se fier au témoignage oculaire parce qu'il peut être construit Mmh. involontairement, Oui, oui. évidemment. Mmh. Et sur la prochaine diapo, on voit quelque chose de très spécial. C'est qu'on peut même créer des fausses mémoires chez la souris. Wow! Imagine-toi. Wow! Imagine-toi. Alors ça, c'est des expériences assez compliquées en optogénétique. Ça veut dire qu'on modifie les gènes de la souris, qu'on utilise une fibre optique pour activer certaines cellules de l'hippocampe. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, évidemment. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on met une petite souris dans une boîte bleue, ici, qui est la boîte A. Quand la souris est dans la boîte, elle va se mettre automatiquement à explorer son environnement, ce qui va activer des cellules de lieu qu'on appelle les cellules qui détectent l'environnement. Et ces cellules-là sont dans l'hippocampe. Donc, l'hippocampe est responsable de la mémoire spatiale. Donc, c'est comme un peu le GPS du cerveau, en plus d'encoder. Comme on avait dit avant, c'est ça qui encode les événements.
Et les cellules qui sont activées sont taguées, là, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. Étiqueté. Étiquetées, ouais. Mhm. Ensuite, on prend la petite souris, on la met dans une autre boîte différente, puis ici serait rouge, qui serait la boîte B. Et là, on lui laisse pas le temps d'explorer. On active avec la fibre optique les cellules de lieu, là, qui ont d'exploration de l'endroit où elle est, de la boîte A. Et en même temps, on lui donne un choc électrique. Alors, puis ça, c'est un événement traumatique, un choc électrique, évidemment. Alors, ensuite, on la met, la petite souris, on la remet dans la boîte bleue, la boîte A. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Elle va avoir peur. Mhm. Pourquoi elle va avoir peur? Parce qu'elle pense qu'elle est dans la boîte B. Parce qu'on a créé une fausse mémoire. On a créé une fausse mémoire du contexte de peur. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Oui, je comprends. Tu comprends? Oui, Alors, ici, on a réactivé l'environnement de A qui a été encodé oui. et c'est là qu'on a donné le choc électrique en même temps. Donc, quand on la remet dans la boîte A, elle pense que c'est là qu'elle a eu son choc électrique Mhm. et elle a peur. Donc, Mhm. ça, c'est un exemple assez fascinant de création d'une fausse mémoire de contexte de peur chez la souris. Mhm. Dis-moi, ces fausses mémoires-là, est-ce qu'elles se transmettent ensuite aux autres souris ou aux descendants? Est-ce qu'on sait ça ou pas? Celle-là, je ne penserais pas. Non, ok, merci. Ouais. Alors ça permet vraiment de comprendre à quel point le cerveau est malléable, Mhm. donc reprogrammable. Et Oui, là, du on en bon côté. arrive. Oui, bien là, c'est des expériences, mais Oui, on peut oui. reprogrammer positivement, évidemment. Mhm. Et c'est ça, cette plasticité cérébrale-là, c'est le fait que le cerveau, on peut le reprogrammer ou le programmer. On en arrive à la prochaine diapo, à la programmation neurolinguistique. Tadam! Tadam! Alors, est-ce que Isabelle, tu Oui, voudrais parler un petit peu au début? oui, oui, ben, absolument. Absolument. Donc, on va en revenir là-dessus. Donc, programmation neuro-linguistique. On dit souvent le mot PNL pour ça. Donc, c'est une discipline qui a été développée dans les années 70, mais qui était basée à l'origine aussi sur des modèles informatiques, d'où le mot programmation, mais aussi reprogrammation. Donc, ce que tu es en train de dire, là, que finalement, on peut ajuster, changer des mémoires. Donc, il y a le langage dans PNL, il y a programmation neuro, évidemment, la neurologie, mais aussi pour le langage, parce qu'un des créateurs de la PNL était aussi linguiste. Donc, on utilise beaucoup l'utilisation des mots et du langage. Aussi comme ancrage, on y reviendra, mais juste pour dire qu'un mot a des rappels aussi d'informations qui est reliée, ce qu'on appelle en PNL la structure de surface et la structure profonde. Donc, il y a un lien de rappel vis-à-vis de l'encodage qui est fait. Donc, programmation neurolinguistique, que j'enseigne déjà depuis des années, qui est une magnifique discipline. Et c'est vrai que, parce qu'on parle de tout ce que tu as dit qui est fantastique, que l'objectif de la programmation neurolinguistique, c'est d'emmener les gens à apprendre et à comprendre, à mieux se comprendre eux-mêmes, mais aussi ça emmène à dire est-ce qu'on peut avoir des nouveaux apprentissages, des nouvelles façons de faire? Parce que la PNL est basée sur ce qu'on appelle la modélisation, qui sont des Mhm, projets de comment quelqu'un fait quelque chose et comment on peut le reproduire aussi pour soi. Donc, apprendre à mhm, apprendre à apprendre, c'était mhm. la théorie en arrière. Donc, tout ce que tu parles est hyper intéressant pour nous en PNL parce que c'est la base, je dirais, de ce qu'on veut mettre en place et continuer à apprendre, justement. Mm. Oui, c'est ça. Alors là, je voulais juste préciser que les liens que je fais avec la PNL sont Oui. basés sur ma compréhension de la plasticité cérébrale, donc c'est une déduction, et ce ne sont pas basés directement sur des résultats de recherche scientifique qui expliquent directement comment se fait la PNL. Mm. C'est plus une hypothèse. Alors, en programmation neurolinguistique, on a le langage transformationnel qui entraîne justement des nouvelles connexions synaptiques, des nouveaux circuits neuronaux. Alors, avec ça, c'est pour ça qu'on peut apprendre des nouvelles façons de penser, de communiquer, qui nous conviennent mieux.
on peut créer des nouveaux circuits neuronaux qui vont être plus appropriés pour atteindre nos objectifs. Et ça se fait encore avec les synapses silencieuses que j'avais dit, qu'on peut vraiment créer des nouveaux circuits qu'on n'avait pas avant, mais on décide, là, je veux fonctionner comme ça, atteindre mon objectif. Et on peut aussi activer des ressources aidantes. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur les ressources aidantes, peut-être? Oui. Pour, Donc, je vais revenir sur les ressources aidantes, puis j'aimerais revenir aussi sur le langage qui était Mhm, dans ta diapo, parce que je me souviens, ça fait des années de ça, je donnais une formation dans le domaine scolaire avec la PNL. Et à la fin de la journée, donc c'était pour les enseignants, le personnel pédagogique, voilà. Et à la fin de la journée, c'est la cloche a sonné et je vais dans le corridor et les enfants étaient en train de remballer leurs choses. C'était des jeunes, des très jeunes. Et à un moment donné, je vois dans un coin un petit garçon qui était triste. C'est que je vais le voir, il attendait ses parents, j'imagine. J'allais le voir. Puis je dis, mais qu'est-ce qui fait que tu es triste, tout ça, voilà. Et il me dit, ma maman est toujours fatiguée. Et puis je dis: «Et qu'est-ce que ça fait?» Il dit: «Ben, c'est à cause de moi, je suis pas gentil avec elle» et ce que j'ai compris parce qu'on nous, on travaille avec le langage dans la PNL, c'est que la maman en question, parce que je lui ai parlé tout de suite après, parce que je lui ai dit ce que son fils m'avait dit, c'est qu'elle avait pas, dans l'utilisation du langage, des mots différents pour dire différentes choses. Donc elle avait fait une mhm, association avec un mot. Donc, je mhm, lui ai posé des questions. Je lui ai dit: «Tu sais, quand tu dis que tu es fatiguée, tu voudrais dire quoi?» «Bah, j'ai besoin de mhm, me reposer, j'ai eu une grosse mhm. journée, j'ai besoin d'une pause». Voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant pour l'utilisation, du langage pour activer d'autres Ouais. mémoires, d'autres connaissances et d'autres choses, mais aussi pour les gens qui sont autour de nous, qui, eux, comme le petit garçon, en fait une grosse généralisation. Et Mhm, puis en plus, il l'avait pris personnel, en plus, par rapport à ça. mhm. Donc, en PNL, les ressources, c'est crucial. Comme Ouais. dans le coaching, il y a plein de disciplines où les ressources, c'est vraiment quelque chose d'important. Et avec ce qu'on appelle aussi des ancrages en PNL, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va demander à la personne plusieurs choses. Mais une des choses qu'on demande assez souvent, c'est de se rappeler un souvenir ou une expérience que la personne a déjà vécue et qui est une force aidante pour elle aujourd'hui. Donc, Mhm, par exemple, si un jeune, il réussit son examen, on va lui demander, pour se préparer pour son prochain examen, de se souvenir comment c'était quand il a eu son examen, pour qu'il soit en état ressource, pour avoir un meilleur mhm, apprentissage, par exemple. mhm. Donc, on va réactiver les ressources en termes sensoriels. Donc, on va demander à la personne soit qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle ressent dans l'encodage qu'elle a déjà eu. Et je trouve que ça fait un très, très beau lien avec ce que tu as parlé de qu'est-ce qui fait qu'on garde des apprentissages en mémoire, que ça dépend, comme l'histoire que tu m'avais demandé de raconter avec les amis que j'ai eu à manger et puis ce que Mhm, j'ai mangé mhm. toute seule, qu'on se Ouais, souvient des choses les plus importantes finalement ou les plus chargées ouais, émotionnellement. ouais. Parce que je me souviens quand j'ai commencé à enseigner la PNL, ça fait déjà plus de 30 ans de ça, je faisais faire un exercice d'ancrage à quelqu'un, puis je lui ai demandé de se rappeler un souvenir, mais je ne l'ai pas dit comme ça, j'ai dit, «Vois comment c'était». J'ai induit le côté visuel, puis il Mhm. n'avait aucune référence d'encodage visuel de la Ah situation. oui. Donc quand il m'a dit: «Il y a rien», j'ai dit: «Mais là, ça se peut pas là, pourtant les ancrages là». Ouais, ouais, Mais c'est là que j'ai compris, en partie ce que tu as expliqué tout à l'heure, ouais, ça dépend du mode sensoriel qui a été utilisé, qui a été activé et ça ouais, dépend aussi si c'est quelque chose qui a été puissant ou qui ne l'a pas été dans la façon que la personne l'a appris. ouais, c'est Donc ça. mmh, Alors, c'est ça, quand on met la personne en état ressource, on réactive finalement les petits circuits nerveux que j'avais montrés avant, on mmh, les réactive. Et justement, l'état ressource, c'est une situation où la personne se sentait très bien, se mmh, sentait confiante, se sentait à l'aise. Alors, on réactive cette situation-là. Et justement, s'il y a eu des émotions positives fortes, là, il y a l'amygdale cérébrale qui avait aussi encodé encore plus fortement à cause des émotions fortes. Alors, l'état ressource devient encore plus fort mmh, finalement. mmh et puis comme je sais que tu as fait la PNL, tu sais en PNL souvent on va associer ça aussi à un ancrage physique, pas Oui, ça toujours, arrive, hein? c'est la Ah ben prochaine c'est diapo. parfait! Oui. Ça fait le lien. Donc je te laisse Alors, aller. ici, c'est la prochaine diapo. On voit justement Oui. la fille qui met sa main ici, parce que ça serait un ancrage
kinesthésique simple là, de toucher sa peau. Oui, Euh, je vais dire d'où ça vient, les ancrages. oui, vas-y. Toi, je te laisserai parler après. Oui, vas-y. Les ancrages, en fait, ont été découverts dans les expériences de Ivan Pavlov en 1927. Mm. Alors, c'est une expérience de conditionnement classique qu'il faisait, lui, avec les chiens, c'est-à-dire un apprentissage associatif. Ce qu'il faisait, c'est que s'il montrait à son chien un morceau de viande, il s'était rendu compte que le chien salivait à la vue de la viande automatiquement. Si à côté ou une autre journée, il sonnait une cloche, il n'y a rien qui se passait. Alors lui, il a associé à chaque fois qu'il donnait le morceau de viande à son chien, il sonnait la cloche. Et après quelques semaines d'entraînement, évidemment, il y a une association des souvenirs qui se crée. Donc, les circuits nerveux se connectent ensemble et quand on sonne la cloche, seul, en fait, c'est la réponse conditionnée. Le chien va commencer à saliver parce qu'il s'attend à voir la viande, même si on n'a pas du tout présenté de viande, puis ça ne sent même pas la viande. Alors, c'est ce qu'on appelle un apprentissage associatif. Et les angles sont aussi un apprentissage associatif, en fait. Mm. Alors, Tu me fais penser, Guylaine, les gens qui ont des animaux vont comprendre ça avec un chat que j'ai déjà eu. Quand je voulais qu'il rentre le soir, là, j'ouvrais la boîte de nourriture ah juste oui, pour lui, puis je faisais le petit ting-ting-ting dessus, là. À coup sûr, je savais qu'il revenait, là, oui, oui, c'est ça. dans les conditionnements. Donc, effectivement, les créateurs de la PNL se sont basés sur les travaux de Pavlov aussi. OK, c'est Euh, ça. oui, complètement sur le conditionnement, sur cette réponse spécifique aux stimulus qui sont là. Oui. Et puis, ils se sont dit, d'où l'idée du VACOG, dire aussi en termes d'ancrage, quel est le mode sensoriel qui va ramener peut-être le plus d'expériences constructives ou aidantes. Donc, je ne sais pas dans tes recherches s'il y a quoi que ce soit en lien avec ça. Non, mais en général, plus on active de mode sensoriel, plus Oui, l'expérience va être forte. ouais, Oui, l'expérience intéressant. aidante va être forte finalement. C'est Et ça qui est surtout si, intéressant. oui, c'est ça. Donc, le plus de modes sensoriels possible. Et en plus, justement, si on avait eu des émotions très fortes, Oui, positives, là, ça va faire ça l'expérience renforce encore encore plus plus. forte. C'est Mm, ça. mm. C'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que les choses qui sont encodées dans la mémoire à long terme sont ramenées dans la mémoire à court terme ici. Et là, on peut les utiliser pour Ouais. d'autres choses finalement. Mm. Mm. Donc, en PNL, on dit pas ça exactement comme ça, mais ça veut dire la même chose. Nous, ce qu'on va utiliser aussi, c'est qu'on dit qu'il y a un moment donné où il faut faire l'ancrage, si on fait un ancrage, qui est dans le haut de cette Mhm, courbe-là d'intensité. mhm. Ouais, Puis c'est là qu'on va, si c'est un ancrage kinesthésique, comme dans la diapo que tu avais, ouais, qu'on va ouais, appuyer. Mais ouais, la personne peut se faire un auto-ancrage, l'utiliser pour elle-même, ou sans même que ce soit kinesthésique, juste de s'en souvenir. Ça peut être une image, un son, une sensation, quelque chose qui va être un rappel, comme une porte ouais, d'entrée. ouais, c'est ça. Mm. Puis, alors, je ne sais pas si tu veux parler rapidement de la projection future, parce que Ah, moi, parfait. j'aurais quelque chose à dire là-dessus aussi. Ah, ça, c'est cool. Alors, en PNL, la projection future, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais ça vient aussi des travaux du psychiatre, le docteur Milton Erickson, en Mhm, hypnose, mais pas uniquement. mhm, Mais c'est qu'il y a eu beaucoup de modélisation en PNL d'experts, dont le docteur Erickson, qui, lui, faisait des futurisations avec ses clients. C'est mhm, qu'il allait vérifier dans le futur l'installation de ressources ou mhm, l'impact des changements dans le futur aussi. mhm, Donc, c'est tous des travaux de recherche dans les années 80 là, qui ont été faits, mhm, puis il y en a eu d'autres après. Donc, concrètement parlant, ce qu'on ferait, c'est qu'on demanderait à la personne de se projeter dans son futur avec, par exemple, l'atteinte d'un objectif. C'est déjà mhm, réalisé, c'est déjà mhm. fait. Et Alors, vérifier comment elle mhm, ressort cette expérience-là. mhm. Alors, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on crée une scène mentale de l'objectif qu'on veut Oui, atteindre. oui. Alors, ce qui a été prouvé, je pourrais dire, parce que là, je ne sais pas si ça exactement dans le PNL, ça a été prouvé, mais il y a des expériences qui ont été faites sur l'entraînement mental, la visualisation chez les athlètes de haute performance. Parce que les athlètes, surtout des athlètes, disons, qui font des séquences de mouvements comme de gymnastique au sol ou des chorégraphies de danse,
Ils ne peuvent pas s'entraîner comme 8 heures par jour, ça devient trop fatigant physiquement. Alors, ils peuvent compenser par de l'entraînement mental où ils sont juste assis ou couchés et ils répètent mentalement leur séquence de mouvement. Et ça, on sait que ça aide à leur performance. Ils ont même fait avec l'imagerie cérébrale, là, ils ont fait une expérience où les participants devaient apprendre une séquence de mouvements de doigts. Il y avait un groupe qui pratiquait seulement mentalement, sans bouger ses doigts, et un groupe qui pratiquait en bougeant les doigts et en pratiquant mentalement. Et après 3 semaines, ceux qui avaient pratiqué seulement mentalement avaient une amélioration de performance par rapport à ceux qui n'avaient pas bougé, pas pratiqué du tout. Il y avait une amélioration de performance et ceux qui avaient fait les deux, évidemment, l'entraînement physique et mental, étaient meilleurs. Mm. Mais ça prouvait quand même que l'entraînement mental rajoute, est quand même une sorte de pratique finalement. Mm. Parce qu'au niveau Écoutez, du, cer- ouais, parce qu'au niveau du cerveau, les connexions s'activent, toutes les connexions du cortex préfrontal et du cortex prémoteur là, qui ouais. préparent le mouvement, ça s'active même si on ne fait pas encore le mouvement. C'est fantastique que tu parles de ça parce que pour nous, en PNL, c'est quelque chose de très important, effectivement, ce que tu es en train de dire. Mais en même temps, quand je parle du docteur Erickson en hypnose ericksonienne, je dis ça parce que beaucoup de gens ne savent pas que quand il était enfant, il était très malade, il a eu de la polio. Et quand il était adolescent, il est allé à l'hôpital, il ne pouvait pas bouger, il est resté dans un lit sans bouger pendant longtemps. Et quand il raconte son expérience, parce qu'il a remarché par la suite, même s'il a terminé sa vie en chaise roulante, ce qu'il raconte, c'est qu'est-ce qui lui a permis de recommencer à marcher. Il dit qu'il imaginait dans son lit, donc quand il était enfant, il ne pouvait pas bouger, il imaginait qu'il jouait au soccer et qu'il donnait un coup de pied dans le ballon. Ah oui, Et il dit qu'à un ouais, moment c'est donné, ça. son pied a recommencé à bouger. Ah oui, Ouais. ouais. C'est fascinant, hein? C'est fascinant. Oui. Alors, c'est qu'il activait Ouais. déjà ses circuits, puis ça a finalement créé assez de connexions que ça a pu aller jusqu'au cortex moteur. Ouais. Oui, C'est vraiment magnifique, hein? Et puis, il y a oui, beaucoup de recherches là-dessus. Les gens pourront lire s'ils le veulent. Comme tu as dit, de gens qui font la préparation mentale et qui font pour de vrai. Et puis, toutes les études, en tout cas, que j'ai lues, ont toujours démontré que la préparation mentale est un plus, aide vraiment. Et même des fois, oui. aide vraiment à muscler. Ils ont testé, ils ont Ah vérifié. oui, ah Ouais. oui. Autrement, on peut faire la préparation mentale plus pour le stress émotionnel aussi. Tu sais, ceux qui font des grandes compétitions, les Olympiques, tout ça, avec des publics, là, des gens qui regardent, on peut avoir aussi une préparation mentale pour affronter, alors pas juste pour les mouvements physiques, mais pour affronter cette situation stressante-là, de garder son calme, des choses comme ça. C'est bien que tu parles de ça parce que je sais qu'une de tes spécialités, c'est justement ça, là, la gestion du stress. Gestion de stress, oui. Ouais, c'est ça. Donc, une Oui, anticipation constructive et puis des ancrages de ressources oui, qu'on peut mettre en place quand il y a une anticipation de quelque chose qu'on sait qui risque d'être un peu stressant à venir, là. oui, Ouais. c'est Donc, ça. en PNL, on prend ça aussi en considération, puis ça va effectivement avec ce qu'on imagine dans notre projection future. Mhm. OK. Alors là, sur la prochaine diapo, je voulais parler des neurones miroirs parce que c'est quelque chose qui est intéressant, qui va nous servir à expliquer un autre concept là, de PNL. Alors, les neurones miroirs, ce sont des neurones dans le contexte qui ont été découverts, qui sont dans le cortex prémoteur ici. Puis comme j'avais dit, le cortex prémoteur sert à préparer le mouvement, préparer vraiment le mouvement physique là, avant de le faire. Le cortex moteur contrôle directement le mouvement, contrôle directement les membres, les bras, les jambes. Le cortex prémoteur prépare le mouvement. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que avec des singes, c'est que si un singe qui regarde un autre singe prendre une arachide et la manger, le singe qui regarde, si on met une électrode ici dans son cerveau, exactement où est le bleu, ici dans le cortex prémoteur, on se rend compte que ces neurones sont activés et seulement en regardant quelqu'un faire le mouvement. Et c'est ce qu'on a appelé les neurones miroirs. Alors, c'est cette propriété-là qui nous permet d'apprendre par imitation. Alors, les enfants apprennent beaucoup par imitation et même nous, disons qu'on veut décider d'apprendre une nouvelle nage ou d'apprendre à skier, on peut regarder des professionnels faire les mouvements et ça s'imprègne. C'est comme si, au lieu de faire de l'entraînement mental, si on connaît déjà le mouvement, on peut faire l'entraînement mental. Mais si on ne connaît pas le mouvement, on peut regarder
Et avec les neurones miroirs qui sont aussi dans le cortex prémoteur, ça prépare aussi le cerveau à faire le mouvement. C'est comme une économie de temps et d'énergie, on peut apprendre comme ça. Oui, ben c'est normal parce que c'est comme ça Oui. qu'on apprend quand on est petit automatiquement, là, Mmh. évidemment. Mmh. Et il y a aussi beaucoup d'expériences qui ont été faites, là, comme tu disais, avec l'imagerie cérébrale. Il y en a que c'était quelqu'un regardait un guitariste, un débutant regardait un guitariste avancer, faire une séquence de mouvements de notes, là, de cordes à la guitare. Là, il y avait une pause et là, il enregistrait dans le cortex prémoteur pendant la pause. Parce que là, après la pause, il devait le jouer. Alors, pendant, pendant la pause, il pratiquait déjà, là, qu'est-ce que je dois jouer, qu'est-ce que je dois jouer. Et on voit vraiment qu'il y avait une activation des neurones miroirs, justement. Il y avait une autre expérience, c'était des danseurs qui regardaient d'autres danseurs danser. Et ceux qui regardent ont aussi une activation de leurs neurones miroirs. Et plus, si on met des débutants qui regardent des danseurs avancés, il va y avoir moins d'activation parce qu'ils ne connaissent pas les mouvements. Si c'est des gens, plus les gens sont avancés, c'est des gens qui sont capables de faire les mouvements, plus les neurones miroirs vont être activés finalement. Mmh. Alors, c'est assez intéressant. Mmh. Tout ce qui se fait, tout ce qu'on peut faire comme expérience et tout ce qu'on trouve comme résultat, je Oui, pourrais hein? dire. OK, et ça nous amène au dernier principe là, de la PNL, c'est la synchronisation, Mmh. qu'on appelle aussi le mimétisme comportemental. Alors, moi, j'ai écrit que ça sert à adopter les mêmes comportements que l'autre pour que celle-ci sentent confortables en votre présence. Qu'est-ce que tu pourrais un peu rajouter là-dessus? Ouais. Donc, quand les créateurs de la PNL, Bandler, Grinder et Putzlik, ont modélisé des experts, parce que la PNL, encore une fois, est partie sur apprendre, apprendre comment faire. Oui, c'est ça. Donc, Alors, c'est ça, je voulais revenir ouais, là-dessus quand tu avais oui. parlé de ça. Alors, ça, c'est vraiment les neurones miroirs, justement. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est important quand même. Ouais, c'est tellement en lien, hein, c'est réellement ça. Puis je fais le lien avec ce que tu dis parce qu'avec la synchronisation, parce que quand ils ont modélisé, donc observé grâce aux neurones miroirs et appris Oui, comment oui. les experts faisaient, ils se sont rendus compte que ces experts-là faisaient tous des choses similaires, dont entre autres se mettre dans les mêmes postures physiques que Mhm, que l'interlocuteur ou que la personne qu'ils accompagnaient ou qui guidait. Donc dans mhm, la synchronisation, physique, corporelle, mais qu'ils utilisaient aussi une synchronisation soit respiratoire, par exemple, donc mhm, ou des fois au niveau des sons ou des mots qui allaient être utilisés. Donc en PNL, la synchronisation, c'est ce qu'on appelle aussi des techniques de rapport, donc de lien, parce que tous les mhm, experts, donc Virginia Satir, Fritz Perl, le docteur Erickson, faisaient ça avec leurs patients ou avec leur clientèle à l'époque. mhm, Et ils avaient plusieurs façons de se synchroniser. Donc, des fois, ils faisaient ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est comme quand on se mhm, regarde dans un miroir, donc c'est mhm, comme inversé. Ou des mhm, fois, ils faisaient ce qu'on appelle le reflet direct. Donc, si mhm, la personne, c'est la main droite qui bougeait, eux allaient bouger leur main droite et non pas mhm, les miroirs. mhm, Et puis, des fois, ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils faisaient ce qu'on appelle un reflet indirect. Donc, mhm, ils bougeaient un pied ou ils prenaient un mhm. crayon pour aller avec le rythme respiratoire, par exemple, de l'autre, pour se OK, synchroniser aussi avec OK. ça. Et toutes les techniques fonctionnent aussi bien que ça soit reflet direct ou indirect. On peut choisir ce qu'on veut On finalement, peut c'est ça? choisir, oui, OK. oui, selon la personne avec qui on va s'adapter. Moi, ce que j'ai remarqué, mais ça, c'est dans mon Mhm, expérience personnelle, c'est que, le reflet, donc miroir ou inversé, mhm, si on préfère, mhm. il fonctionne très, très bien au niveau de l'inconscient. OK, Donc, quand, OK. par exemple, on veut se synchroniser, mais pas juste au mental, à l'analyse, Mhm, mais aussi mhm, à l'être intérieur, ben là, on peut mhm. utiliser la technique du miroir qui fonctionne vraiment bien pour ça. Donc, ça nous OK. permet de mieux se synchroniser. Puis l'avantage de mieux se synchroniser, bon, il y a eu quelques études qui ont été faites là-dessus aussi en Afrique du Sud qui démontraient qu'on était sur des longueurs d'onde du cerveau plus similaires. OK. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que Ouais. l'expression populaire, tu sais, être sur la même longueur d'onde, Ouais, 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 mais ouais, finalement, il y avait du juste ouais, effectivement. dans cette expression-là. Donc toi, tu fais le lien avec ça en nous ramenant aussi que la synchronisation, en tout cas dans le domaine des neurosciences, c'est quelque chose qui nous aide à mieux apprendre, si je comprends bien ce que tu dis. Oui, parce qu'on peut apprendre par imitation, c'est ça. Ouais. Oui, effectivement. Mmh.
Donc, en PNL, c'est Alors, la base. En PNL, c'est la base. On dit aux gens qu'à chaque fois qu'ils sont en relation avec quelqu'un, s'ils veulent établir une bonne relation, la mhm, clé, c'est de se synchroniser. OK. Alors, c'est ça. Alors, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire, je voulais vous présenter et de partage de connaissances là, sur la plasticité cérébrale, puis comment ça s'applique là, sur la PNL finalement. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir simplifié et expliqué pour un grand public, tu sais, parce que c'est pas toujours facile, hein. Mais on a bien suivi, la majorité des gens, je sais, qui ont bien suivi aussi. Ça donne de l'espoir, mais ça aide à comprendre aussi comment on peut apprendre, Mhm. faciliter Ouais, l'intégration, l'apprentissage et savoir que finalement, il y a toujours espace pour de la nouvelle information qui peut être disponible à l'intérieur ouais, de nous. ouais, effectivement. Oui, donc Effectivement. ça. Alors, je te remercie beaucoup aussi, Isabelle. Et puis ce que j'allais dire aussi que je trouve vraiment super, c'est de comprendre que, en PNL, entre autres, on peut appliquer, certaines découvertes de neurosciences. C'est-à-dire Mhm. que les Ouais, découvertes scientifiques, c'est pas juste pour la science. Il peut avoir des applications concrètes dans différentes disciplines utilisées. ouais. Oui, mais en fait, c'est un peu mon but aussi Ouais. de voir c'est quoi les applications des neurosciences, comment on peut les utiliser et aussi de partager les connaissances pour que les gens comprennent et puissent aussi les utiliser. Mmh. Ouais. Alors comme on sait qu'il faut pratiquer, parce que c'est ce que tu as dit, Ouais. je vais inviter les gens à peut-être réécouter la conférence d'aujourd'hui pour se prendre des notes, pour emmener ça, faire des liens avec des choses Ouais. qu'ils connaissent déjà, pour mieux intégrer les Parce apprentissages. il y avait beaucoup d'informations quand même, Ouais, c'est mais pour ça que c'était, réécouter, c'est bien. ouais, ouais, ouais. Et Mais puis ça je fait quand voulais même, ouais, ça ah faisait un vas-y. survol de quand même du fonctionnement du cerveau, là, Mmh. assez complet quand même. Oui, c'est très complet. Puis j'invite les gens à partager la conférence avec d'autres personnes, avec des amis, avec d'autres personnes autour d'eux. Parce que l'information que tu as donnée, c'est une information que je trouve qui est vraiment importante que les gens apprennent. C'est parce que selon le milieu dans lequel on est, on n'entend pas ce genre de choses. Mhm. On n'est pas Ouais, toujours au courant de ces ouais, découvertes ouais. qui ont été Ça faites. donne Donc, espoir. Comme tu dis, ça oui, donne vraiment espoir oui, pour les changements, que les changements sont possibles. oui. Puis surtout aussi quand tu parlais des projections futures, des ancrages, Mhm. on peut réactiver des mémoires constructives, les utiliser dans nos besoins d'aujourd'hui. On a des forces à l'intérieur de nous, on peut reprendre ces forces-là pour nous aider à gérer notre quotidien. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et, Ouais, le potentiel humain, hein, le développement de ce ouais, potentiel-là. ouais, 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 c'est vraiment ça. Je trouve que les synapses silencieuses représentent le potentiel ouais. humain ou le potentiel d'apprentissage qu'on a encore. Ah, je trouve Ouais. que c'est beau de conclure là-dessus, hein. Donc on les remercie. Mais on en a Ouais, tous, ouais, que ce qu'on soit bébé ou qu'on soit plus âgé. ouais. Mais on C'est la en a un bonne petit peu moins nouvelle. quand même, mais quand même vraiment assez Ouais, pour apprendre tout ce qu'on veut. c'est magnifique. Donc, merci beaucoup, Guylaine. Merci à toi. Ça Donc, m'a fait plaisir. à la prochaine à vous tous. Vous avez les coordonnées de Guylaine et les miennes à la fin du vidéo. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous nous contactez, vous nous écrivez et bon partage de l'information avec les personnes autour de vous. Donc, je vais passer l'écran pour... Ah, c'est beau. Donc, c'est important de bien le citer, hein, les sources, que beaucoup Oui, d'images ont été créées c'est ça. par ChatGPT. Oui. Ouais, Alors, et ensuite, il y a comment nous rejoindre. Cette prochaine voilà. diapo. C'est parfait. Donc, vous avez les informations pour pouvoir nous rejoindre. Donc, merci à vous tous et à la prochaine.